Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de s'entretenir avec le secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Ibrahim Mayaki, et le chef du gouvernement parlaient de coopération entre l'institution et l'État ivoirien. Et en sécurité, nous parlerons des baux des policiers. 13 milliards de francs CFA sont annoncés pour régler la question. L'OMS a confirmé aujourd'hui un nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone, une réapparition de la maladie, alors que la veille, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et en sport, le coup d'envoi du CHAN 2016, le championnat d'Afrique des nations de football, sera donné demain à Kigali, capitale rwandaise. Tout est fin prêt dans le pays pour accueillir la compétition. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Ibrahim Mayaki, et le chef du gouvernement ont parlé de coopération entre l'institution et l'État ivoirien, une coopération pour consolider la démocratie et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Hugues Vibli. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. De ce mécanisme, il a été question au cours de cette audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au premier responsable actuel du MAEP. Tous deux ont évoqué la coopération nécessaire à la matérialisation de la volonté de la Côte d'Ivoire d'ériger la bonne gouvernance en levier déterminant dans son évolution. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une méthodologie qui a été mise en place par les Africains afin de regarder de manière systématique leur système de gouvernance et de faire des propositions d'amélioration de ces systèmes de gouvernance en privilégiant l'analyse de bonnes pratiques qui pourraient faire l'objet d'échanges entre chefs d'État. Hier a commencé un séminaire. Pour nous, c'est une étape essentielle parce que cela se fera en même temps qu'une mission avancée et nous sommes convaincus, compte tenu de la motivation, du professionnalisme, de la qualité de la coopération qui existe entre les institutions clés, que cet exercice permettra d'aboutir à un rapport dans des délais records. Le protocole d'accord sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, la Côte d'Ivoire l'a signé en janvier 2015. Devenu ainsi le 35e État partie, sa commission nationale a été créée par décret du président de la République quelques mois plus tard, en juin 2015. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ce programme de l'Union africaine qui vise notamment à promouvoir la bonne gouvernance, a démarré officiellement ses activités en Côte d'Ivoire. Ce programme a dévoilé ses objectifs, encourager les actions qui conduisent à une stabilité politique, propulser une croissance économique et le développement durable. Explication avec Sidonie Davila. Renforcer la bonne gouvernance dans tous les pays membres du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, un objectif pour lequel les États membres de l'Union africaine se sont donné les moyens. De manière volontaire, 35 pays ont adhéré et adopté le programme MAEP pour une auto-évaluation. À ce niveau, la Côte d'Ivoire peut se réjouir. Le 35e pays à rejoindre le MAEP en 2015 fait déjà ses preuves. La Côte d'Ivoire vient d'adhérer en janvier 2015 à Addis Abeba. Et sincèrement dit, la Côte d'Ivoire est déjà très en avance. Avant qu'on vienne pour la mission avant. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons certainement au cours de cette édition. On parle maintenant sécurité avec les baux des policiers. 13 milliards de francs CFA sont annoncés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour régler cette question. Échange de poignées de main, suivi de formulation de vœux. Les personnels du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des services de l'administration du territoire et de la Direction générale de la police nationale reçus par le ministre d'État Ahmed Bakayoko
Objectif, exprimer leur gratitude, leur fierté et leur reconnaissance à la tutelle pour toutes les actions en faveur de collectivités et de la police nationale. Les résultats obtenus selon eux en 2015 ont été à la hauteur des attentes. La police nationale, toujours disponible, se tient à vos côtés pour relever les défis du futur qui s'imposent à la nation sur la voie de l'émergence et vous rassure qu'elle a tout mis en œuvre pour tenir ce challenge afin de procurer à nos concitoyens un environnement sûr. En retour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, après avoir fait le bilan de l'année écoulée, a invité l'ensemble de ses collaborateurs à maintenir le cap. Cela nous engage à faire plus. La vision optimale de notre mission, c'est d'offrir la liberté et une qualité de vie à nos concitoyens. Aussi, des baux de la police nationale. C'était 6 milliards au budget, alors qu'il en fallait au moins 9 ou 10. La couverture budgétaire prend en compte tous les baux de tous les policiers. Mieux, nous sommes en train de travailler à engager des grands programmes de construction pour qu'au fur et à mesure, tous les policiers soient propriétaires. La révalorisation de la chefferie traditionnelle, matérialisée par l'adoption du statut des rois et chefs traditionnels, le relèvement substantiel du concours de l'État aux collectivités territoriales, le programme de modernisation des services de l'Office national d'identification sont entre autres quelques réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en 2015. Hier jeudi, ici à Abidjan, l'opération Brise apaisante est passée par Washington, quartier précaire situé derrière le lycée technique de Cocody. Les gendarmes et policiers ont détruit plusieurs baraques et saisi une quantité importante de drogue. Explication avec Hamza Diaby. Tout d'abord, quelques consignes utiles d'exécution de la mission. L'on embarque, puis c'est le départ. Direction Washington, derrière le lycée technique de Cocody. Ici, c'est une ville dans la ville, une ville interdite, détruite pourtant 3 fois déjà à l'occasion de l'opération Brise apaisante, l'opération de lutte contre le grand banditisme. L'opération consiste à démanteler les fumoirs, à nettoyer les occupations sous les hautes tensions qui constituent un danger au niveau de Washington. Donc déjà, on avait déjà commencé cette opération et ça a été encore reconstruit. Donc cette fois-ci, nous sommes là et nous allons rester là pour tout le temps, jusqu'à ce que véritablement le coin soit libéré et que les autorités fassent quelque chose sur ce terrain. La mairie de Cocody est justement présente sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité. Elle a sa petite idée quant à l'avenir de ce site. Aujourd'hui, nous allons continuer vraiment de faire une opération de mise à zéro. Donc nous allons demander le soutien du ministère de la Salubrité pour que vraiment ce site-là soit un parcours de santé pour la population. C'est un très beau site qu'il faut aménager pour en faire un parcours de santé, pour éviter que ça soit recolonisé par ces personnes-là. Après 5 heures d'action, le commissaire Oufouette et ses hommes ne repartent pas de Washington les mains vides. On a saisi plusieurs quantités de drogue, armes blanches, comprimés prohibés et boissons prohibées. Cannabis, surtout chanvre indien, et on a aussi saisi quelques treillis militaires. Le vent de la brise apaisante a donc soufflé ce jeudi sur le quartier. Il laisse derrière lui des habitants dans le désarroi. On n'a pas eu quoi faire qu'on est ici. Sinon, si on a l'argent, on va dormir ici. On va dormir dans le ghetto. On n'a pas les moyens qu'on est dans le ghetto. Mais ça, vous êtes Dieu qui a vous payé. C'est pas normal qu'on est ici, mais comme depuis qu'on est ici il y a longtemps, nous on était en bas là-bas, donc ils ont cassé. On n'a pas un coin pour partir. Donc, nous on a construit ici pour se défendre. Je ne suis pas en sécurité, mais je sais comment. Vaut mieux être quelque part où il y a l'homme qu'aller me coucher sur un trottoir. Les drogués, ils nous volent, ils font les trucs, mais on fait avec. On fait comment? La dernière opération de destruction de ce même site a eu lieu mi-novembre 2015. La nature ayant horreur du vide, si l'espace n'est pas très vite occupé, il faudra renvoyer ces hommes ici pour encore déguerpir et démanteler des fumoirs.
On en arrive maintenant au nouveau gouvernement dévoilé le 12 janvier dernier, un gouvernement qui continue de se mettre en place. Les passations de charges se poursuivent. Aoussou Kouadio Jano, anciennement ministre d'État chargé du dialogue politique auprès du président de la République, a pris ses fonctions. Nommé ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, s'est installé à ses bureaux, comme vous le voyez. Son prédécesseur, Albert Agré, anciennement ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, lui a officiellement passé le relais. Il a encouragé à faire de ce ministère une institution forte. Il y a eu aussi passation de charges au ministère des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, l'ancien ministre Mathieu Babodare a passé la main à son successeur Dakouri Tablé, nouveau ministre des Eaux et Forêts. Cette passation s'est faite sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Seydou Kone. Dakouri Tablé a remercié son prédécesseur et invité ses collaborateurs à travailler notamment pour la restauration des forêts ivoiriennes. Je vous invite maintenant à faire mieux connaissance avec le nouveau responsable du département des eaux et forêts en Côte d'Ivoire, qui est Dakouri Tablé. Quel est son parcours? Quelles sont ses ambitions pour ce ministère qu'il dirige? Élément de réponse avec Gabriel Zani. De tous les nouveaux entrants, il est le seul ancien ministre qui signe son retour dans le gouvernement de Nkan 3. Lui, André Dakouri Tablé, est un habitué des conseils des ministres pour avoir occupé le fauteuil du ministre de la Solidarité et des victimes de guerre dans le gouvernement du Premier ministre d'alors, Charles Konambani, en décembre 2010. Député de Gagnoua depuis décembre 2011, lui, André Dakouri Tablé, œuvre pour la réconciliation entre fils et filles de Gagnoua et entre la région du Go et la Côte d'Ivoire. Titulaire d'un 2A en histoire, le désormais ministre des Eaux et Forêts fut technicien supérieur de la recherche à l'Institut d'Histoire d'Abidjan. Homme presque effacé, l'honorable lui, André Dakouri Tablé, a été également inspecteur de police. Le monde de la sécurité, il semble le connaître. Il a été conseiller chargé de la sécurité du Premier ministre d'alors, Guillaume Soro. 6 ans après son retour dans le cercle gouvernemental, lui, André Dakouri Tablé, devra faire face à une forêt ivoirienne qui perd de plus en plus de massifs et de plusieurs autres dossiers importants. L'adoption d'un statut particulier des agents des eaux et forêts, l'harmonisation des taux de baux, comme c'est le cas pour leurs autres frères d'armes. Lui, André Dakouri Tablé, va-t-il pouvoir aussi ramener la gestion des parcs et réserves aux agents des eaux et forêts conformément à leurs souhaits? Le compte à rebours a donc commencé pour ce sexagénaire marié et père de 2 enfants depuis son premier conseil des ministres dans le gouvernement de Nkan 3 le mercredi dernier au palais présidentiel. Restaurer la forêt ivoirienne, c'est donc tenu le pari. Agriculture zéro déforestation. La SODEFOR, Société de développement des forêts, s'y attelle avec ses partenaires. Une rencontre vient justement de se tenir pour arrêter des stratégies. Et l'une de ces stratégies reste le reboisement. Frédéric Oulaï, Moussa Konaté. La pratique illégale de l'agriculture dans les forêts classées, une situation à l'origine de la dégradation avancée du couvert forestier. Un mois après le sommet sur le changement climatique, la COP21, les acteurs de la forêt réfléchissent. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et cette agriculture, malheureusement, dépend intimement des forêts. Donc, si nous prenons le risque de perdre le peu de forêt qui nous reste, vous imaginez un peu les conséquences. Et donc, Monsieur le ministre nous a instruit pour qu'ensemble, avec les structures de recherche, la SODEFOR, le CNRA, la NADER, nous puissions trouver des solutions immédiates pour des propositions aux populations en vue de tendre vers un reboisement à grande échelle. Initié par la Société de développement des forêts, SODEFOR, et plusieurs partenaires au développement, cette rencontre vise la promotion d'une agriculture zéro déforestation, une mesure possible s'il est mis en place une politique de contractualisation. Cette politique consiste à faire du reboisement dans les plantations. La contractualisation, c'est d'abord une technique pour nous qui consiste à associer des arbres forestiers aux plantations agricoles, mais dans un cadre contractuel où chacun a des droits et des obligations. Cela va nous donner une maîtrise un peu de la gestion de l'espace forestier de l'État. Ça va contribuer à arrêter définitivement les agressions sauvages, les occupations illégales, et ça pourra permettre enfin à l'État de pouvoir planifier sa politique de développement durable de son écosystème forestier.
La mise en œuvre de cette politique de contractualisation va permettre de rattraper au moins 20% du couvert forestier ivoirien dans les années à venir. Selon des chiffres officiels, la forêt ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 2 millions en 2014. Une centaine de femmes actionnaires de la Société africaine pour la promotion de l'EVA et l'industrialisation du caoutchouc s'imprègnent de la bonne gouvernance, mais ces femmes sollicitent surtout l'implication de l'institution dirigée par Seydou Eliman Diarra pour régler un contentieux financier. C'est un contentieux qui les oppose à une société de la place. On en sait plus avec Lansine Bakayoko et Ami Sissoko. La décision de rencontrer Seydou Eliman Diarra, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a été motivée par l'attente devenue trop longue pour les 422 planteurs d'EVA et leur ayant droit de rentrer en possession des dividendes liés à leur investissement. Nos parents ont pris des actions et aucun dividende a été reversé pendant 21 ans. Encore une fois de plus, toutes nos excuses. On espère maintenant que les dieux de la technique seront avec nous pour cet élément qui suit. L'OMS confirme un nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone, une réapparition de la maladie, alors que la veille, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Pour l'OMS, il y a un risque permanent de nouvelles flambées durant 2016 en raison de la persistance du virus. Parmi les survivants, Sylvie Touré. La victoire aura été de courte durée, la joie aussi. À peine déclarée sortie d'Ebola il y a 24 heures, revoilà l'Afrique de l'Ouest à nouveau aux prises avec le virus. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé ce vendredi un nouveau cas en Sierra Leone. C'est une étudiante de 22 ans décédée le 12 janvier dernier dans le nord du pays. L'Afrique de l'Ouest n'a donc pas atteint 2 fois la durée maximale d'incubation, soit à 42 jours, sans nouveau cas, comme l'a déclaré l'OMS ce jeudi. Sur place en Sierra Leone, la cellule de gestion des crises a été réactivée et des équipes d'enquête déployées dans les villes du Nord. 2 ans que cela dure. Parti de la Guinée, Ebola s'est propagé dans 10 pays. 28 637 personnes ont contracté le virus. 11 315 en sont mortes. L'Afrique de l'Ouest a payé un lourd tribut avec 3 pays à l'épicentre de l'épidémie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. L'OMS met en garde, le risque de nouvelles flambées est permanent en raison de la persistance du virus chez les survivants, notamment dans certains liquides corporels, jusqu'à 9 mois, voire 1 an. En Côte d'Ivoire, les autorités ont opté pour la prudence dès l'annonce de l'OMS. Les mesures d'hygiène préventive et de restriction alimentaire restent en vigueur, a annoncé le gouvernement. Mais d'où vient la maladie? Le virus tueur Ebola signale sa présence en Afrique depuis 40 années. Le continent continue de se battre contre cette maladie qui a décimé la vie de plusieurs personnes. Ebola en Afrique, le récit est signé Alexis Ouedraogo. Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière au nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Gorilles, chimpanzés, singes, antilopes, porcs-épics et autres animaux de brousse participeraient au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces: Zaïre, Soudan, Esterne et forêt de Taï en Côte d'Ivoire. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques tels que le sperme ou encore les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température, faiblesse intense, douleurs musculaires, céphalée, puis survient la phase de vomissement, diarrhée, éruption cutanée, insuffisance rénale et hépatique. Le virus se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire de l'organisme.
Revenons en Côte d'Ivoire pour parler éducation avec les élèves du CP1 qui viennent d'être évalués. Selon le constat fait par le ministère de l'Éducation nationale, plus de 88% des élèves en classe de CP1 ont des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture. Patricia Omouitia. Yann et Noé sont en 5e au Collège moderne du Plateau. Ils ont franchi le cap de l'apprentissage de la lecture. Une entrée réussie à l'écrit comme à l'oral. Les romans que j'ai lus sont Le Cahier noir de Kamara Nangala et Le Retour de l'enfant soldat de François d'Assisinda. Le Cahier noir parlait d'une réconciliation d'un père avec ses fils qu'il avait abandonné avec sa nouvelle épouse. Et Le Retour de l'enfant soldat parle de la réintégration d'un enfant soldat qui est parti à la guerre. Pour maîtriser la lecture, d'abord je me concentre et je fais en sorte d'avoir un bon discernement afin que ceux qui m'écoutent puissent bien m'entendre. En charge d'un cours préparatoire, Lambert se sent particulièrement responsable de l'apprentissage de la lecture. Certains, quand même, ont le niveau. Certains maîtrisent, mais pas dans la totalité. Il y a des efforts à faire. Il faut que nous associons les parents. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'apprentissage de la lecture au CP1 permettra de relever le niveau des élèves. Le présent atelier nous donne l'occasion de marquer un arrêt sur les acquis de nos enfants et de réfléchir ensemble sur les pratiques pédagogiques et les conditions d'apprentissage. Ces résultats devront ainsi nous permettre d'apprécier le niveau d'apprentissage réel des apprenants et de rechercher, le cas échéant, des solutions de remédiation en termes de stratégies efficaces et de politiques éducatives à mettre en œuvre. Les résultats de l'évaluation de la lecture au CP1 montrent une situation préoccupante. Plus de 88% des élèves sont confrontés à de très grandes difficultés d'apprentissage. Des efforts sont donc à fournir pour inculquer le goût de la lecture aux élèves du CP1, cours préparatoire première année. Les ordinateurs, les postes de télévision, les machines à laver, bref, ces équipements électriques et électroniques de seconde main, comment s'en débarrasser quand on n'en veut plus? Où les stocker? Les artisans qui tentent de réparer ces appareils n'ont pas d'endroit approprié pour les entasser. Conséquence, ces déchets sont jetés dans la nature, polluant ainsi l'environnement. Alors, quelle solution pour leur recyclage? Voyons ce reportage d'Herman Niamien. La case de Makouriane Mambou, assurément l'une des plus importantes du district d'Abidjan. Sa particularité, elle n'accueille que les déchets d'équipements électriques et électroniques appelés communément D3E. Il s'agit des moniteurs d'ordinateurs, de photocopieurs, de machines à laver, entre autres. Dans cette case de 20 hectares, plusieurs tonnes d'équipements électriques et électroniques en fin de vie y sont convoyés chaque année. Les objets que nous traitons ici, ça vient d'abord des francs au revoir non testés. Ça vient encore en encombrant auprès des consommateurs. On les récupère auprès des ménages et puis on apporte ça ici dans nos centres de démantèlement. Ces équipements, une fois collectés, font l'objet d'un tri. Certains encore utilisables sont réparés pour être revendus et d'autres moins bons sont démantelés et vendus en pièces détachées. On va récupérer des matières premières telles que le cuivre, le fer, l'aluminium, parce qu'il y a des éléments quand même à extraire. À la case de Makouriane Mambo, tout comme celle du camp commando de Koumassi, qui accueille aussi les déchets d'équipements électriques et électroniques, tout se négocie et se vend. Ce jeune est venu tenter sa chance. Je marchais, j'ai vu ça par terre, donc j'ai essayé de prendre pour venir montrer à mon vieux. S'il peut vendre, là, si c'est qu'il peut payer, là, il y a du site à lui. Dans ces casses, on trouve des artisans très aguerris. Ces ferrailleurs qui exercent dans l'informel réussissent avec certaines pièces qu'ils récupèrent des carcasses d'appareils à fabriquer d'autres engins, comme cette chambre froide exposée ici. Aujourd'hui, le plus gros problème reste la gestion des déchets inutilisables. Il y a des déchets qu'on n'arrive même pas à recycler et qui sont des polluants, tels que les tubes cathodiques par exemple, les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision, ils sont jetés quelque part dans la nature. Très souvent, on les brûle. Or pourtant, quand on parle de réchauffement climatique, ça contribue au réchauffement climatique. Et ceux qui le brûlent même, nous qui le brûlons, on aspire, ça c'est très dangereux pour notre santé. C'est pour cela que nous interpellons nos dirigeants d'essayer de créer un cadre juridique qui ne nous coince pas dans le traitement de ces déchets-là, afin qu'on puisse songer ensemble comment on va arriver à traiter ces déchets-là. L'absence de structures spécialisées dans le traitement de ce type de déchets
rend la situation encore plus préoccupante. Cependant, la faiblesse du pouvoir d'achat oblige la majorité de la population à se tourner vers le marché d'occasion. Selon l'initiative pour la résolution du problème mondial des déchets électroniques, ces déchets atteindront d'ici 2017 au plan mondial 65,4 millions de tonnes. L'Afrique de l'Ouest serait l'une des régions les plus touchées parce que de grandes quantités d'équipements désaffectés provenant du monde entier y sont souvent illégalement déversés. Des réflexions méritent donc d'être menées parce qu'en Côte d'Ivoire, l'activité fait vivre des milliers de familles. On va maintenant parler de Grand Bassam, la ville historique qui vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville va abriter bientôt une école hôtelière, et cette école va donc sortir de terre dans quelques jours seulement, nous dit Patricia Omouetia. Une signature de convention a eu lieu avec le ministère en charge du tourisme avec les responsables de cette école. La ville historique de Grand Bassam va bientôt accueillir une école hôtelière. Coût du projet, 1,2 milliard de francs CFA. C'est le but de cette signature de convention entre l'école hôtelière de Genève, le ministère du Tourisme et les autorités de la ville de Grand Bassam. Une centaine de jeunes Ivoiriens ont été formés ces 4 dernières années au royaume chérifien aux différents métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Et cette convention entre l'école hôtelière de Bassam, l'école hôtelière de Casablanca et l'école hôtelière de Genève vient à point nommé. En effet, c'est par ce type de coopération, j'en suis certain, que nous parviendrons à former des cadres qui répondent aux critères de qualité et de durabilité requises sur le marché. Pour les acteurs de l'hôtellerie, il faut mettre en place des sessions de formation en hôtellerie et restauration. Ce projet vient donc à point nommé pour répondre aux attentes des acteurs. Cela fait plus d'1 an et demi qu'elles ont été enlevées par les islamistes de Boko Haram. Les lycéennes de Chibok au Nigeria sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Leurs parents désespérés ont été reçus hier par le président nigérien Muhammadu Buhari. Cris, lamentations. Une mère évanouie. Les parents des lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria, encore sous le choc. Ils manifestent à Abuja devant la résidence du président Muhammadu Buhari. Ils réclament le retour de leur fille. Il devrait ramener ma fille. Quel que soit son état, il devrait me la ramener. J'ai accepté d'envoyer ma fille à l'école. Maintenant, elle a été kidnappée il y a 2 ans et le gouvernement ne peut pas la sauver. Le gouvernement ne peut pas les sauver. En tout cas, le président Buhari a affirmé n'avoir aucune information pour l'heure sur la question, même s'il avoue avoir techniquement vaincu l'ennemi Boko Haram. Notre gouvernement, celui-ci en particulier, doit mettre en place toutes les mesures possibles. Le manque d'intelligence dans le monde me donne envie de crier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la meilleure chose que le président puisse faire est de convaincre à nouveau ses parents qu'en quittant la réunion, l'urgence de mettre en place des mesures pour retrouver nos filles sera une priorité. Des mesures, peut-être pas, mais une est tout de même sortie de cette rencontre Buhari parents des kidnappés. La création d'une commission d'enquête sur l'enlèvement des lycéennes. Enlevées depuis le 14 avril 2014, seulement 57 ont pu rejoindre leur famille sur les 276 encore dans le giron de Boko Haram. En mai 2014, habillées de voiles noirs, les 219 jeunes filles toujours en captivité ont fait leur dernière apparition dans une vidéo diffusée par Boko Haram. Et depuis, plus rien, aucune nouvelle d'elle. Et c'était un récit d'Amza Diaby. La dépouille de l'ex-international ivoirien Steve Gouhouri arrive cette nuit à Abidjan. Steve Gouhouri a été retrouvé mort le 31 décembre dernier dans le Rhin, en Allemagne. Il était porté disparu depuis le 12 décembre 2015. Alors qu'une première autopsie a révélé qu'il n'y avait aucune trace de violence sur le corps de la victime, l'opinion publique attend toujours d'en savoir plus sur cette mort. Mais selon les enquêteurs allemands, le joueur s'est suicidé. Parlons maintenant du CHAN 2016. Le coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations de football sera donné demain à Kigali, capitale rwandaise. Tout est fait prêt dans le pays pour accueillir la compétition. 16 nations, dont la Côte d'Ivoire, sont conviées à cette 4e édition du CHAN qui se tient du 16 janvier
au 7 février 2016. Tout est fin prêt pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Rwanda a mis les petits plats dans les grands pour garantir le succès de la deuxième grand-messe du football africain. Pratiquement aucun ingrédient ne manque pour faire vraiment de cette 4e édition du CHAN un véritable succès, et ce qui est naturellement à l'actif du peuple rwandais, à l'actif de toute l'Afrique. Stades, installations hôtelières et autres infrastructures ont bénéficié d'un lifting. Au total, 13 milliards de francs CFA ont été déboursés par les autorités. La balle est donc dans le camp des athlètes. Les équipes aujourd'hui, pratiquement, sont du même niveau. Il y a eu un progrès très important à la base, justement par rapport à la politique de développement de la Confédération africaine de football. Et ce grand travail donc a eu des résultats, de sorte qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il y a 7 de grandes équipes, mais il n'y a pas de petites équipes. Le pays attend aussi du public. Kigali a annoncé une exemption de frais de visa pour les ressortissants des pays en compétition. Les prix des tickets ont été revus à la baisse. Ils varieront entre 400 francs et 17 000 francs CFA. Le match d'ouverture opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux guêpes du Rwanda au stade de Kigali dans l'après-midi du samedi. Voilà, ce commentaire de Sylvie Touré met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à 20 h.